toutes et à tous, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Je suis heureux aujourd'hui de recevoir Jean Moreau. Jean Moreau, bonjour. Bonjour Laurent. Tu es cofondateur et CEO de Phoenix et tu es coprésident du mouvement Impact France. Absolument. Et tu as dit récemment l'entreprise n'est pas adaptée aux enjeux climatiques et sociaux du XXIe siècle. Oui, je le pense. C'est-à-dire que l'entreprise revient de loin, avec une vision qui est portée par les organisations patronales traditionnelles, qui est qu'une boîte, ça sert majoritairement à créer de l'emploi, c'est déjà bien, c'est un impact social direct et indirect, mais à faire du chiffre et à sortir des dividendes pour ses actionnaires. Et ça, c'est une vision qui est historique de l'entreprise, qu'on a tout appris en école de commerce pour ceux qui en ont fait, et qui, je pense, ne satisfait plus les exigences des consommateurs, des pouvoirs publics, de l'ère du temps et des financeurs, puisque on pousse tous maintenant dans la même direction. Il y a des vents favorables qui veulent faire de l'entreprise un objet au service, idéalement, de l'impact social et environnemental. Ouais. Parfois l'un ou l'autre, mais souvent les deux vont ensemble. Et donc, il y a tout un accompagnement à faire pour transformer les entreprises et qu'elles aillent dans cette direction-là. Alors, comment, en préparant l'émission, je me demande comment on peut te définir. T'es quoi? T'es un activiste, un entrepreneur, un militant, un financier New Groove? Non. Comment on peut te définir? Tu fais beaucoup de choses. Non, c'est une bonne question. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'ai un ADN très entrepreneurial, et preuve par l'exemple, et concret, doueur, quoi. Je suis pas dans la classe activiste militant, même si il y en a dans le mouvement Impact France, et c'est très bien, ils ont leur rôle. Et il y en a aussi beaucoup dans les causes que tu soutiens quand même. Ouais, mais c'est pas tout à fait ma coloration. Moi, je pense que ce qui me définit et ce qui fait que parfois je suis audible dans certains cercles, un peu plus loin de nos bases historiques, c'est que j'ai créé une boîte qui s'appelle Phoenix, qui a passé des caps en termes de taille et qui rend le discours audible. Et donc moi, j'essaye d'asseoir l'ESG, la RSE sur un appui, un angle économique aussi, en disant la RSE, ça marche à grande échelle si il y a aussi un impact sur le compte de résultat. Et si en réduisant les déchets, en faisant de la solidarité, on peut aussi optimiser son compte de résultat. Et donc j'essaie d'avoir un discours qui est plutôt ancré dans la réalité, avec un angle business, et pas forcément une posture incantatoire ou militante ou trop radicale. J'essaie de parler aux gens qui ne sont pas dans les 10% des plus engagés dans le locomotive de tête, mais plutôt aussi à la voiture balai. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas encore Phoenix, peut-être un petit mot sur la société que tu as créée. Oui, Phoenix, c'est une entreprise qui a une mission assez simple, qu'on pourrait penser intuitive, et on se dit pourquoi ça n'existait pas avant, c'est qu'on connecte ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez. Ceux qui ont trop, ce sont les gens qui ont des invendus, donc qui provoquent du gaspillage, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires, donc des produits en fin de vie, des produits en fin de parcours, des défauts de production marginaux, des changements de packaging. Et ces produits, auparavant, ils sortaient des rayons de chez Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché, Super U, et ils partaient directement en destruction, en incinération, en décharge. Et donc nous, on a essayé d'éviter ça, en disant ces produits, la poubelle doit être l'exception et la seconde vie doit être la norme. Et donc on va faire 3 choses qui sont juste des choses de bon sens. On va, revendre les produits invendus à prix cassé aux consommateurs. Deuxièmement, ce qui n'a pas été revendu aux consos à prix cassé, on le propose à des assos caritatives, Restos du Cœur, Croix-Rouge, Emmaüs, Banque Alimentaire. Et dans un troisième temps, après les consos et les assos, on envoie les restes alimentaires vers des filières animales, comme la SPA ou une ferme ou un centre équestre. Donc voilà, avec ces 3 canaux de valorisation, conso, asso, animaux, on arrive à tenir notre promesse. Pourtant, il y a des lois qui interdisent quand même la grande distribution de faire du gaspillage, la loi EGEX. Ouais, alors il y a tout à fait. Normalement, on ne devrait pas pouvoir, en tant que distributeur, jeter et donc alimenter ton business. Alors nous, on s'est créé en 2014, et presque un peu en avance de phase par rapport à ce qu'on aurait appelé un time to market idéal. Et puis, comme tu le rappelles, en 2017, donc 3 ans après la création de Phoenix, est arrivée une loi qui, pour nous, était du pain béni, qui est la loi Garot, qui rend interdit le gaspillage dans toutes les surfaces de vente de 400 mètres carrés et plus. Donc, dans n'importe quel Franprix ou Biocop de quartier, on ne peut plus détruire et mettre de l'eau de javel, javeliser les invendus. Et après, deuxième tour de vis réglementaire, en 2021, est sortie la loi AGEC, qui veut dire anti-gaspillage pour l'économie circulaire, et qui promeut l'anti-gaspillage dans le non-alimentaire. Donc on ne peut plus détruire des jouets après Noël, on ne peut plus détruire de la marchandise dans l'entrepôt Amazon. C'est respecté tout ça? La réponse est non. C'est dur à respecter? La réponse est non. Là où moi j'ai un point de vue assez clair là-dessus, c'est que ça a fait du bien à la cause, parce que ça a mis un zoom politique, médiatique et sociétal sur le sujet du gaspillage. Il y a eu beaucoup d'articles de presse, ça a fait beaucoup de bruit à l'Assemblée, au Sénat, etc. Donc ça poussait dans le bon sens. Et donc ça a fait avancer la cause, y compris en mentalité chez les décideurs et décideuses de la grande distribution et des acteurs industriels.
Mais pour autant, c'est pas appliqué aujourd'hui, je pense par manque de moyens. Il n'y a pas de police du gaspillage, il n'y a pas de répression, il n'y a pas de vérification des poubelles des distributeurs, il n'y a pas d'amende emblématique. Et si tout ça était vachement bien respecté, Phoenix servirait à quoi? Bah, nous, l'entreprise, elle T'aurais a... gagné ton combat? Ouais, tout à fait. On est assez au clair sur le fait Ouais. que la boîte peut s'autodétruire à un moment. Ouais. Qu'aujourd'hui, on a trouvé un bon médicament contre le gaspillage. Donc on sait replacer les invendus une fois qu'ils sont constatés. Ouais. Et on travaille au vaccin, tu vois, qui est de remonter la chaîne de valeur, réduire le gaspillage à la source. Mais je pense que pour plein de raisons sociologiques, culturelles, et liées au modèle de la distribution et des industries agroalimentaires, il y aura encore du gaspillage. Et la France est dans ce domaine plutôt en avance. Peut-être d'ailleurs grâce au sujet que vous avez porté Ouais. très tôt avec Phoenix. Elle se positionne comment en Europe par rapport aux autres? La France a de l'avance, donc on peut s'en féliciter, c'est pas toujours le cas. Mais en l'occurrence, là, je pense qu'on a facilement 5-6 ans d'avance. Nous, chez Phoenix, on a un pied en Espagne, au Portugal, en Belgique et en Italie. Et on a facilement 5-6 ans d'avance en termes de maturité, en termes de cadre réglementaire, en termes de structuration de la démarche. Donc oui, la France a mis en place une politique publique pionnière sur l'anti-gaspillage. Et d'ailleurs, ça inspire les pays européens voisins. Donc on peut s'en féliciter. Bon, parce que Phoenix, c'est quand même 200 personnes. Ouais. Vous avez levé 40 millions d'euros depuis que vous existez. Ouais. Donc c'est aussi un modèle qui est financier, Bah ouais, tout à fait. C'est mais ça. qui aspire à être une licorne dite à impact. Mhm. C'est ça votre modèle? C'est ça ton rêve? En tout cas, pour reboucler avec ce que je disais en ouverture de l'interview, c'est que Phoenix, ça aurait pu être une ONG, ou ça aurait pu être une boîte traditionnelle 100% capitaliste. Ou de l'ESS? Mais ouais, mais on a fait le choix intermédiaire qui est de dire, ok, on sera ni une ONG, ni une asso désintéressée. On ne sera pas non plus une boîte 100% traditionnelle. Donc on va être un animal hybride qui est une boîte de l'ESS, donc sous statut marchand, quoi. On est une SAS d'un point de vue purement technique, juridique. Par contre, on a pris plusieurs engagements forts dans les statuts et des engagements légaux sur la lucrativité limitée, donc l'encadrement des salaires, avec une échelle de salaire de 1 à 10 dans la boîte, et avec un encadrement des dividendes. Donc on a fait en sorte d'avoir des garde-fous. On est bien une boîte, on a bien un modèle économique autonome, on approche des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a créé, comme tu l'as rappelé, 200 emplois, mais avec des garde-fous de gestion, et puis avec aussi la fierté de dire, au-delà de ce chiffre d'affaires, on a sauvé de la poubelle plus de 250 millions de repas. Et tous les jours, on sauve 180 000 repas de la destruction. Mais c'est quoi une licorne à impact? Allez, alors, licorne à impact, c'est quoi? C'est C'est un grand sujet que tu défends, notamment au sein du mouvement Impact France. C'est une vision qu'on porte, qui est de dire la France, là encore, avec une politique publique volontariste assez directive, avec la création du label French Tech, avec la mise en place de la BPI, la Banque publique d'investissement, avec une logique de guichet unique, avec un ministère dédié et puis avec un pool de talents, quoi, a réussi à faire éclore en une dizaine d'années une trentaine de licornes. Et donc une licorne classique, c'est une boîte qui est valorisée 1 milliard d'euros. Et c'est très bien. On a des Doctolib, on a des Blablacar, on a des Alan, on en est très fiers, on les utilise tous les jours et tant mieux. Maintenant, nous, on essaie de porter un récit entrepreneurial un peu différent. Est-ce que le but pour un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est de faire la course à la valorisation, d'aller chercher 1 milliard d'euros de valeur? Ou est-ce que ce but-là n'a pas de sens? Et est-ce qu'il ne faut pas construire un récit entrepreneurial complémentaire qui est de dire, quand je me lance dans une entreprise, j'ai envie qu'elle aide la société à aller dans le bon sens, j'ai envie qu'elle sauve des coûts pour la collectivité, j'ai envie qu'elle impacte des vies positivement. Et donc c'est ce genre d'indicateur qu'on essaie de mettre en place pour définir une licorne d'impact. Et donc une licorne d'impact, conclusion, ça pourrait être une boîte qui impacte positivement 1 milliard de vies, ou ça peut être une boîte qui sauve plus de 50 millions d'euros par an à la collectivité en coûts cachés. Une ESS qui serait valorisée 1 milliard, Ouais. elle aurait un impact extrêmement positif. On peut corréler quand même la valorisation et l'impact. Oui, mais la valorisation en tant que telle, c'est pas une fin en soi et c'est pas un objectif. Et d'ailleurs, ce qu'on constate souvent, c'est que les gens qui atteignent le statut de licorne, les entrepreneurs ou entrepreneuses qui derrière sont milliardaires ou multimillionnaires, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils abandonnent leur fortune à une fondation ou un fonds de dotation pour faire le bien. Et donc si on se dit, si c'est ça la fin du game, autant le faire plus vite. Pourquoi attendre la culbute et l'exit Tous ne le font pas. Non, et puis déjà, il faut y arriver. Ouais. Tous ne le font pas, mais il y a quand même le sentiment que c'est un peu ça quand on a tout réussi. Donc nous, on se dit, autant rapatrier cette vision-là au cœur de réacteur de la boîte et essayer de faire en sorte que l'entreprise, elle aille chercher 50-100 millions d'euros par an de coûts évités à la collectivité par l'insertion, l'inclusion, la diversité, la lutte contre le gaspillage ou l'accès à l'éducation. Et au sein du mouvement Impact France, donc, que vous définissez parfois comme un contre-MEDEF,
moi j'utilise plutôt AlterMedef. AlterMedef? Mais- Pardon, AlterMedef. mais- Voilà, mais c'était la question, c'est pourquoi faire un AlterMedef? Qu'est-ce qui va pas dans le MEDEF? Alors, Pourquoi faire autre chose? déjà, moi, de ma fenêtre, il n'y a pas de logique de confrontation ou d'opposition. Où on est plutôt un poil à gratter, ou en tout cas, on se dit, bah, il y a le MEDEF qui fait ce qu'il fait depuis très longtemps, 50, 60 ans, avec une grosse importance dans le territoire. Mais on estime, en tout cas, moi, j'estime qu'il peut représenter une classe de dirigeants des années 80, 90, 2000, avec une vision de la boîte assez à l'ancienne, pour être clair, sans porter de jugement. Et avec des modes de management un peu plus patriarcaux, dirigistes, très top-down, où l'entreprise est là pour faire du chiffre d'affaires. Et les sujets d'ISR, de ESG, de développement durable sont des sujets nice to have. Et donc nous, on essaie de dire, ok, il y a cette vision-là, mais à mon avis, elle ne correspond plus tellement à l'ère du temps, elle répond plus aux attentes des nouvelles générations. Et donc il faut faire émerger une nouvelle classe de dirigeants et dirigeantes Qui penserait comment qui alors? portent un combat différent et qui disent l'entreprise peut avoir un rôle social et environnemental dans la transition. Elles doivent même être le moteur de la transition, et ni le subir, ni le ralentir, ni s'y opposer. Et donc il faut donner à voir un peu des success stories, montrer que c'est pas juste un discours de militant, d'ayatollah, mais que ça marche, et que ça marche à grande échelle, qu'on n'est pas juste des petits pionniers dans l'écosystème des usual suspects parisiens de la tech for good, mais que ça peut... donc les modèles qu'on sort souvent comme exemple, c'est Biocop, qui a 700 magasins, qui fait presque 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et qui est une vraie alternative coopérative à la distribution classique avec des produits de qualité, etc. C'est la Maïf sur un modèle assurantiel responsable. C'est Le Bon Coin, qui pareil n'était pas forcément une boîte de l'ESS ou un impact pur et dur à l'origine, mais qui a généralisé l'occasion et le réemploi auprès de 30 millions de Français. Et donc voilà, c'est ces gens-là qu'on veut mettre en avant en disant il y a ces modèles qui existent, qui fonctionnent, et il faut les valoriser. Et c'est ceux-là qui sont plus désirables et sexy pour la nouvelle génération. Et il y a deux sujets aussi qui avaient moi retenu mon attention. Il y a le sujet du partage de la valeur. Ouais. Ma question c'est quelle est ta vision et la conviction que tu portes sur le sujet. Et un peu lié à ça, c'est le principe de sobriété salariale. Donc Ouais. dans ton entreprise Phoenix, les rapports sont de 1 à 10. Tu peux nous dire un mot peut-être sur ces deux sujets? Ce sont de très bons sujets. Donc le premier qui est la sobriété, Le partage de la valeur. partage de la valeur. Ouais. C'est la même chose. Ça s'inscrit dans ce qu'on vient de dire sur la vision historique de l'entreprise et la vision qu'on porte nous, qui est une forme de vision un peu différente. Dans la version historique, la valeur était souvent capturée, c'est pas un mot très élégant, mais c'est la réalité, par deux fondateurs, fondatrices et des actionnaires financiers, et les salariés n'en voyaient pas la valeur. Et donc nous, on essaie de dire, ça c'est un modèle qui est un peu dépassé aussi, la valeur maintenant doit être partagée. Nous, la vision qu'on a, si je schématise, c'est un tiers, un tiers, un tiers, quoi. Un tiers de la valeur créée pour l'entrepreneur, le dirigeant, les dirigeantes qui prennent le risque, qui créent l'entreprise et Les qui portent actionnaires. la charge mentale. Donc plutôt les dirigeants, managers, d'accord. voilà, D'accord. qui portent la boîte. Un tiers pour les financeurs qui portent le risque actionnarial et financier de soutenir la structure. Et un tiers pour les salariés. D'accord. Qui créent la valeur au quotidien et qui ne peuvent pas être rémunérés qu'en salaire, même si c'est une partie du modèle aujourd'hui. Donc voilà, un tiers Ça, sur la valeur. concrètement, c'est la répartition du profit quand il est. C'est comme ça que tu vas distribuer le profit sur ces 3 tiers chez Phoenix ou dans d'autres entreprises Alors, que tu aimerais amener à faire comme Ouais, ça? en tout cas, c'est notre recommandation en vision cible. Je dis pas qu'on y est et qu'on y est tous, et Ouais. nous, on n'y est pas, par exemple, Ouais. encore, parce qu'on a pris un modèle plus traditionnel. Mais c'est l'horizon qu'on essaie de donner. Chez Phoenix, tous les salariés sont au capital de l'entreprise, à des conditions favorables. Ouais. Et on essaie d'aller vers ça, un tiers, un tiers, un tiers. Et c'est là qu'on est différent des réseaux patrimoniaux, des réseaux entrepreneuriaux classiques. Et après, sur le partage de la gouvernance, c'est un peu pareil, le partage du pouvoir. On essaye d'entrer dans des relations moins verticales, moins top-down, moins dirigistes. Il y a un conseil d'administration, j'imagine, chez Phoenix. Oui, mais il y a Et aussi... alors, comment il se constitue? De quoi il est constitué? Bah alors nous, déjà on a les organes classiques, on a un CSE, on a Ouais. un comité des parties prenantes, avec des associations caritatives partenaires de Phoenix, c'est un pool de consommateurs utilisateurs de l'application Phoenix. On n'a pas encore de comité de mission, comme ça peut être le cas dans d'autres boîtes du mouvement, comme chez Castali ou chez d'autres, mais on va y aller. Et après on a un conseil d'administration avec des actionnaires et la direction. D'accord. Et donc voilà ce qu'on essaie de faire, et c'est pareil, on essaie de partager la gouvernance entre les différentes parties prenantes, de davantage être dans la collégialité, dans l'échange et dans l'horizontalité plus que dans la verticalité. Je voulais aborder juste un dernier point, c'est celui des labels. Oui. Donc Phoenix, c'est une entreprise qui est labellisée B Corp. Ouais.
Tu étais d'ailleurs au directoire de Bicorp. Mhm. Mais pour autant, tu dis il faudrait quand même arriver à créer des labels qui sont plus incitatifs, qui donnent des contreparties financières, Mhm. des incitations fiscales par exemple. Bicorp ne le permet pas. Enfin, c'est Non. américain, voilà. Euh, voilà, d'autres labels peuvent s'obtenir, mais on peut être mauvais sur un sujet puis rattrapé par un autre. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu appelles de tes voeux en termes d'accréditation pour les entreprises qui font justement de l'impact positif? Bah, donc, nous, les deux messages qu'on fait passer en général, c'est premièrement, je trouve qu'il y a trop de labels. Et donc, il y a une bataille de chapelle entre les différentes parties prenantes sur les différentes nuances de gris qu'il y a entre le monde de l'économie sociale et solidaire, le plus radicalisé, militant, exigeant, et c'est très bien, et Bicorp qui est plus dans l'ouverture à la pollinisation, à l'économie classique. Et donc, entre-temps, il y a plusieurs nuances de gris, il y a le mouvement Pacte France, il y a les entreprises à mission. Mais tout ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui pousse dans la même direction, mais de façon pas toujours coordonnée. Et je pense qu'on gagnerait à se rassembler et à avoir une sorte de bannière unique, ce qu'on essaye de faire. Par conséquent, pour le consommateur, c'est aussi très compliqué de s'y retrouver entre les différents labels. Je pense que même nous qui sommes supposés être éclairés et au cœur du système, parfois on s'y perd dans les différents labels bio, équitable, Max Havelaar, Bicorp, etc. Alors j'imagine pour un consommateur dans les rayons, donc voilà, je pense qu'il faut qu'on simplifie tout Ouais. ça avec un phare unique qui pourrait être l'équivalent du Nutri-Score. Nutri-Score, c'est un beau succès, une belle référence dans les rayons pour la qualité nutritionnelle. On aimerait faire ça sur la qualité impact social environnemental. Avoir un phare, quitte à ce qu'il soit simplificateur, mais qui soit compréhensible par tous les Françaises et les Français pour orienter la consommation dans la bonne direction. Et, euh, et après, deuxième message qu'on porte par rapport à ça, c'est qu'effectivement, on est beaucoup à faire des efforts d'exemplarité. Et donc, on se rajoute souvent des charges à payer les gens correctement via l'échelle de salaire, à recruter des gens parfois issus de circuits défavorisés, etc. Et il n'y a pas de contrepartie à cette exemplarité. On n'a pas d'aide fiscale, on n'a pas d'appel d'offres favorisé, on n'a pas de commande publique fléchée vers ces acteurs qui font les choses bien. Et donc et donc on le fait pour la gloire, et c'est bien. Mais ça serait encore plus incitatif et encore plus puissant si l'État, la commande publique, parapublique, arrivait à donner un coup de pouce aux gens qui est une sorte de prime à la vertu plutôt qu'une prime au vice, quoi. Aujourd'hui, dans la mode, par exemple, un 1083, un Loom ou un Opal va être traité pareil que la fast fashion à l'ancienne, et c'est pas normal. Il y a des gens qui font des efforts de relocalisation industrielle, de création d'emplois dans les territoires et de Made in France et de redistribution de la valeur, et ils sont dans les rayons à côté de gens qui font pas ça, donc c'est pas normal. Et donc voilà, on milite pour avoir des contreparties, et qu'elles soient allègement de charges ou coup de pouce au chiffre d'affaires. Jean, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce moment ensemble. Merci mille fois. Et Merci bravo pour Laurent, tes engagements et tes merci réussites. beaucoup, à très bientôt. Merci.